Excusez-moi, j'étais en train de me détendre. Excusez-moi, j'ai quelqu'un en ligne qui voudrait vous faire passer un petit message et on commence l'exercice tout de suite. Très heureux parce que nous sommes dans une période, ce qui n'a échappé à personne, où la dictature du quotidien, échappé à personne, où la dictature du quotidien, échappé à personne, où la dictature du quotidien est réelle. Néanmoins, une réelle et réelle du quotidien est réelle, du quotidien est réelle. Néanmoins, une Merci, Monsieur le Président. Donc, maintenant qu'on a reçu ce message d'information très intéressant, euh, parce que il y a des gens qui s'en rendent pas compte, donc des fois, comme je vous dis, il faut contrôler l'information, comprendre un petit peu les messages subliminaux que vous disent vos politiques. Là, je crois qu'il fallait lire un petit peu entre les lignes, c'était un petit discours. Mais j'ai promis que je ferai pas de politique. Donc, on va se focaliser sur John the Ripper. Qu'est-ce que John the Ripper? C'est John l'Éventreur. Et John l'Éventreur, c'est un outil extrêmement puissant pour traquer des hacks. Donc, introduction à la crypto, et on va voir ce magnifique outil pour changer un peu les idées en dictature. Alors, comment ça se passe? Tac, 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 tac. Alors, John le Ripper, c'est un outil extrêmement apprécié par les hackers et pas que, par les chercheurs en cybersécurité pour craquer les hashes. En fait, il combine une vitesse de crack assez rapide et un énorme choix de possibilités au niveau des hashes et la crypto, des algorithmes de chiffrement qui sont disponibles. Donc on va partir du principe que vous n'avez aucune connaissance de l'outil et on va voir un petit peu quelques termes basiques et quelques concepts avant de d'avancer plus concrètement dans le crack des hashes. Donc le hash, pas celui qui se fume. Le hash, c'est quoi? Le hash, c'est une façon de regrouper la donnée, comme je vous disais, d'une longueur égale, qui représente donc n'importe quelle forme qui est en longueur fixe. Comme je vous ai dit, on va rentrer un mot de passe qui est de longueur variable et on va l'avoir sous forme de hash avec une longueur fixe. Donc ce masque, on appelle ça un masque, est la valeur originelle de la donnée. Donc ça peut être fait en utilisant un algorithme de hachage en français, pardon, ce qu'on appelle du hashing en anglais. Et il y a de nombreux algorithmes de hachage, comme le MD4, le MD5, le SHA-1, le MTLM, le SHA-256, et en passe, c'est les meilleurs. Donc, on va voir un petit peu un exemple. Si je prends Polo, P-O-L-O, donc c'est quoi? C'est une chaîne, un string, de quoi? De caractères, et de 4 caractères, P-O-L-O. Donc, notre ami Polo, si jamais je le passe à la moulinette via un algorithme de hachage MD5, on va se retrouver avec bah, la valeur polo sous forme de hash. Et vous voyez que c'est une valeur fixe de 32 caractères et c'est ce qu'on appelle un hash MD5. Je prends n'importe quel fichier et je peux lui demander un hash en MD5 et vous verrez que c'est toujours standard, c'est 32 caractères. Donc, c'est ce que je vous disais. Le principe du hash, c'est de prendre une longueur variable. En effet, un mot de passe, ça peut être variable. Ça peut être polo, ou ça peut être polo et à la piscine. Tout collé. Donc là, c'est pas les mêmes caractères, hein, on est d'accord. Là, il y a 5 caractères. Polo et à la piscine, on en ajoute 3. À là, encore 3. Ça fait 6. Et piscine, on est à 5. Donc, même à 6 pardon. Donc vous voyez que ça diffère en termes de caractères. On part de 4 caractères à Polo, Polo à la piscine, on est à plus de 13, 14, 15, 16.
Je sais pas, je fais toute tête. Mais le résultat, une fois qu'on l'a haché, ça sera toujours 32 caractères. Donc ça, c'est le principe du hash. Je vous l'ai déjà énoncé dans le cours précédent que je suis en train de vous uploader et vous le réceptionnerez dans quelques minutes, dans 20 minutes. Donc c'est le principe du hash. Si on prend Holomint, là ça change. On voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 caractères, plus 4, 9. 9 caractères. C'est toujours un string. Un string, oubliez les femmes ou les hommes, parce qu'il y en a qui portent des strings aussi. Les strings en informatique, en programmation, ce sont des chaînes de caractères. On lui applique le MD5 et cette fois-ci, on voit que eh ben, c'est plus du tout le MH. Ça n'a rien à voir avec ça. Par contre, toujours standard. On a bien 32 caractères. Donc on voit bien qu'en sortie, on a toujours une valeur fixe. Pour le MD5, c'est 32 caractères. Par contre, en entrée, on a une valeur variable, de longueur variable. Longueur, ici, c'est 4 caractères. La longueur variable en entrée, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà le principe du hash. Maintenant, en fait, est-ce que les hash, eh ben, ça rend les choses plus sûres? En fait, les algorithmes de hachage ont été créés pour opérer que d'une façon. Ça veut dire que un hash calculé ne peut pas être on ne peut pas inverser l'opération si vous le voulez. On va calculer un hash à partir d'une somme de caractères de longueur variable et ça nous donne le hash. En théorie, on ne peut pas faire l'opération inverse. Et tout ça, c'est une règle mathématique fondamentale, un problème qui est connu sous P-VS-NP, la relation P-VS-NP. Donc, si vous êtes matheux, allez voir. Mais là, on va parler que de la théorie. Je ne rentrerai pas dans toute la partie mathématique qui est extrêmement complexe, pardon. Euh, donc, partons du principe qu'en théorie, mais en mathématiques, c'est comme en informatique, il y a toujours moyen de trouver des solutions, penser out of the box, comme disent les Anglais, et de casser certaines règles mathématiques. Et c'est le principe du hacking. Trouver des solutions qui sont différentes que la plupart des choses, que la plupart des gens pensent, et ça va permettre de contourner les règles fixées. Donc c'est super intéressant en termes de mathématiques. Encore une fois, si vous avez la passion des maths et que vous avez un certain niveau, essayez de comprendre tout le temps l'aspect cryptographique et comment, tout simplement, hein, les ordinateurs calculent. Ça, c'est basé sur des règles mathématiques. C'est totalement transparent pour l'utilisateur, mais lui, l'ordinateur, eh ben, il fait les opérations en binaire, en 0 et en 1, et nous, là, on va parler en termes totalement de haute abstraction. On va pas parler en algorithme, on va pas parler en termes de mathématiques ou de binaire, on va voir uniquement les algorithmes qui ont été codés euh, et on va voir comment les exécuter. Déjà, connaître la plupart des algorithmes qui sont utilisés sur Internet ou dans la vie de tous les jours. Donc, comment je peux vous résumer ça? Je vais essayer de vous résumer ça proprement.
Donc en effet, les algorithmes de hachage sont conçus de manière à ne fonctionner que dans un seul sens. Ça signifie qu'un hachage calculé ne peut pas être inversé en utilisant la sortie donnée. Cela renvoie à un problème mathématique fondamental connu sous le nom de relation P et vs NP. Bien qu'il s'agisse d'un concept mathématique extrêmement intéressant qui s'avère fondamental pour l'informatique et la cryptographie, je ne suis en aucun cas qualifié pour essayer de vous l'expliquer ici en détail, mais de façon totalement abstraite. Cela signifie que l'algorithme, pour hacher la valeur, sera NP et peut donc être calculé raisonnablement. Cependant, un algorithme de déhachage sera P et non pas NP, et donc difficile à résoudre. Ce qui signifie qu'il ne peut pas être calculé dans un temps raisonnable en utilisant des ordinateurs standards. Mais où John arrive, en fait, lui, il s'introduit dans une faille. C'est dans l'algorithme lui-même. L'algorithme lui-même n'est pas réversible. Ça, tout le monde est d'accord. Mais ça veut pas dire qu'il est impossible de casser les hachages. Si vous avez la version hachée d'un mot de passe, par exemple, et que vous connaissez l'algorithme de hachage, vous pouvez utiliser cet algorithme de hachage pour hacher un grand nombre de mots qu'on appelle un dictionnaire, une word list. Vous pouvez ensuite comparer ces hachages. Donc, par comparaison, on va comparer ces hachages à celui que vous essayez de craquer pour voir si l'un d'entre eux correspond. Et c'est ce qu'on fait tous les jours quand on fait des attaques par dictionnaire, des word lists. Word list attaque hybride avec de la force brute, puisqu'on va tester toutes les possibilités, mais pas aléatoirement, mais à partir d'une word list, d'un dictionnaire. Donc, vous savez maintenant quel mot de passe correspond à ce hachage suite à l'opération. Vous avez craqué le mot de passe. Ce processus est appelé une attaque par dictionnaire. Et John le Ripper, euh, ou John, comme on l'appelle en fait, de façon abrégée, pour le lancer, on tape John, on tape pas John the Ripper, est un outil qui vous permet de mener des attaques rapides par force brute sur un large éventail de types de hachage différents. Donc encore une fois, tout ce que je vous apprends là, c'est pas pour aller attaquer des machines. Sinon, attention, vous allez vous retrouver en prison. Je répète, vous allez vous retrouver en prison. Donc voyez ce que vous faites des compétences que je vous montre. Encore une fois, je ne vous encourage aucunement à faire du sale avec les techniques que je vous apprends. C'est à vous de voir et à vous de choisir quel avenir vous voulez. Parce que, je le répète, pirater, craquer un système d'information qui ne vous appartient pas. Je le répète à chaque fois, mais que ça soit bien clair, je ne vous encourage pas à faire des conneries. C'est, je vous ai dit, 100 000 euros et 3 ans de prison. Attention. Donc là, maintenant que j'ai fait, comment on dit ça, le warning, en fait, que j'ai prévenu mes chers lecteurs, mes chers abonnés, que faut pas faire n'importe quoi en informatique. Et je vous répéterai, si vraiment vous voulez être un hacker fait le bien, il fait pas le mal. Et il y a un autre truc qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, euh, il y a un truc tout bête qu'on apprend quand on commence en cybersécurité, c'est que de grands pouvoirs amènent à de grandes responsabilités. Et ben, c'est exactement ça. Ok, vous êtes supérieur à la masse, vous commencez à maîtriser l'informatique, mais le but, c'est pas de faire du sale. Le but, c'est de faire des choses bien et aider les autres et pas casser les couilles aux autres. Donc, de grandes responsabilités, c'est comme les Jedi, comme les Padawan dans Star Wars. De grandes responsabilités impliquent, eh ben, savoir contrôler, savoir ses pouvoirs, je vous l'ai dit, et c'est pareil, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ne faites pas n'importe quoi avec ce que je vous apprends. Après, c'est à vous de voir. C'est un conseil. C'est une éthique, en fait. C'est pour ça qu'on parle de hacker éthique. Sinon, bah, vous devenez Grey Hat, vous devenez Black Hat, et là, on passe dans un autre niveau. Mais dans ce cas-là, vous êtes plus un hacker. Vous êtes un cracker. Et un cracker, dans la communauté du hacking, eh ben, c'est très péjoratif, en fait. C'est des connards, en fait, qui se servent du savoir pour emmerder les gens, pour faire des ransomware, pour créer toute une sorte de virus. Ceux-là, c'est les crackers. À vous de voir de quel côté de la barrière vous voulez être. Vous voulez faire partie des gentils
ou vous voulez continuer à remplir le monde qui est déjà bien pourri d'ordures et faire partie du côté des méchants. Et en ce moment, les méchants sont en train de gagner. Donc à vous de voir. Quelqu'un vous voulez être du côté de la force obscure ou des gentils. Voilà, ça c'est dit, on peut continuer. Donc, attaque par dictionnaire. On va voir concrètement ce que c'est. Je vous mettrai bien sûr encore plein de ressources. On verra comment péter de la crypto. Parce que le but, pourquoi je vous apprends toutes les techniques d'attaque? Parce que le but, c'est qu'il va falloir comprendre les méchants pour pouvoir défendre les gentils. Si vous voulez bosser plus tard dans la cybersécurité. Il y a une finalité à tout ça. Il y a une philosophie. Et c'est important. Donc, enfin, en tout cas, moi, ça me tient à cœur. Parce que je vous ai dit, le hacking, c'est plus que des techniques informatiques. Le hacking, c'est un mode de pensée, ce qu'on appelle en anglais un mindset, et c'est une philosophie de vie, et c'est une certaine éthique, encore une fois. Donc voilà. Donc, John the Ripper, il est installé généralement sur pas mal de distries Linux, pas toutes, mais si vous utilisez comme moi Kali Linux ou ParrotOS, que je vous conseille, qui sont mes deux préférés, bah, après on a Blackarch, eh ben il sera installé par défaut. Si vous avez un doute, vous n'hésitez pas, vous faipt la commande sudo apt install John. Comment on peut savoir s'il est installé? Bah, le plus simple c'est de taper John. Et John va répondre. Et John, il vous dit, ah, je suis là, pas de problème. Donc John, c'est un des meilleurs outils. Par contre, je vous le dis tout de suite, il va falloir différencier deux types d'outils. Il y a les outils qui vont utiliser uniquement la puissance de calcul de votre CPU, donc du microprocesseur. Ce seront les plus lents. Il y a des avantages à craquer certains types de hash, certains types de crypto avec le CPU. Il y a d'autres avantages parce que malheureusement les GPU, enfin heureusement les GPU sont de plus en plus puissants et sont 10, 15, 30, 40, 100 fois plus puissants que votre CPU. Après, ça dépend de la config que vous avez, que vous faites tourner. Mais le principe du GPU, c'est General Purpose Unit. Ça veut dire unité euh, générale, enfin à but général. Enfin, purpose, c'est ouais le but. Donc en gros, pourquoi on dit général? Parce que on peut programmer le GPU, on peut afficher de la 3D. La plupart des gens utilisent leur GPU. Pourquoi? Bah, pour afficher ce qu'il y a à l'écran et pour jouer à des jeux vidéo. Mais votre GPU, votre carte 3D, on peut s'en servir pour faire casser des mots de passe, trouver des solutions mathématiques complexes. Donc, le GPU est beaucoup plus puissant. Très souvent, on aura beaucoup de meilleurs résultats. Vous pourrez réduire par 10, par 15, par 20, par 30, par 50 le temps de trouver la solution en utilisant le GPU. Que je sache, à moins que je vous dise des bêtises, à vous d'aller chercher des informations sur Internet, mais je crois que John se focalise uniquement sur le CPU. Là, en l'occurrence, il n'utilisera pas votre carte 3D. Et c'est pareil, si vous voulez utiliser la carte 3D avec OCL H4, un autre logiciel H4 qu'on verra plus tard, avec une VM, ça va être assez compliqué, puisqu'une machine virtualisée, tous les composants d'une machine virtualisée sont virtualisés, comme son nom l'indique. Donc, vous n'aurez, en fait, le logiciel ne va pas pouvoir accéder en natif à votre hardware. C'est pour ça que je vous conseillerais, si vous voulez casser des mots de passe, de vous faire déjà une config bien costaud, bien refroidie, parce que là, la température, elle va monter, ça va faire travailler à 100% le CPU ou la carte 3D. Faites attention, ça sera encore plus gourmand que le plus gourmand des jeux vidéo que vous faites tourner. Donc, installez Linux en dual boot et n'utilisez pas une VM, puisque en utilisant une VM, vous pourrez également utiliser le GPU, mais les performances seront réduites de 2 tiers, voire de 50%. Ça dépend en fait. Donc à vous de voir ce que vous voulez. Le mieux, de toute façon, c'est d'installer un Kali Linux en dual boot. Pourquoi j'utilise des VM? Parce que les VM,
Je peux les installer, les réinstaller, je peux les sauvegarder. C'est beaucoup plus pratique. Après, j'ai une autre machine à la maison avec 2, 3, 4 cartes 3D qui me permettent de faire de la crypto et de casser des mots de passe. Et cette machine est réservée à ça, aux jeux vidéo ou là, plus dernièrement, je joue pas mal sur mon PC, mais portable. Mais ça, on s'en fout, c'est 3615 ma vie. Mais voilà où je voulais en venir. Donc, on en revient. Qu'est-ce que fait John? Il utilise toute la puissance de votre processeur pour essayer de déchiffrer ces fameux hash. Il y a un truc super sympa, c'est déjà regarder en fait de quoi est capable votre ordinateur. Vous pouvez faire un John et vous lui demandez un test. Et là, il va vous dire, en fait, il va faire des opérations basiques, donc ce qu'on appelle des solts, et en fonction du nombre que vous avez là, eh ben, ça indique la puissance en gigaflop de votre machine. Il va utiliser tous les algorithmes qu'il connaît et il va vous dire, bah, pour tel algorithme, moi, je suis capable de hacher, eh ben, 27 699 solutions à la seconde. Forcément, plus c'est élevé, plus il faudra un temps réduit pour casser ces chiffrements. Donc je vous dis aussi, pensez à bien refroidir votre PC. Si vous avez un petit PC portable de merde qui est mal refroidi, vous n'avez pas changé la pâte thermique et tout ça, attention, vous risquez de détruire votre matériel. Là, il n'y aura pas d'indication. On peut demander à John de s'arrêter à une certaine température parce que le CPU va monter, 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 à moins que vous soyez en water cooling ou que vous ayez un énorme radiateur sur votre processeur. Mais attention, quand on commence à casser de la crypto, là, on passe à un autre niveau, à un niveau que vous avez jamais utilisé. Aucun logiciel n'a utilisé la puissance autant. Donc, vous allez dépenser beaucoup d'énergie, ça va coûter en électricité et votre matériel va être poussé dans ses derniers retranchements. Voilà. Je fais ma pipelette, mais il faut bien comprendre ça, parce que je connais des gars qui ont du matos de merde des PC généralement qu'on achète dans le commerce, chez Carrefour, chez Darty, chez Boulanger. Ça, c'est de la merde. Si vous savez pas monter un bon radiateur, si vous savez pas refroidir, changer la pâte thermique sur votre PC, installez-vous un logiciel pour monitorer les températures. Parce que là, ça va monter et faire que monter. Donc voilà. Vaut mieux, tu vois, être averti. Je vais vous montrer un exemple. Là, je vais pas monter les ventilos à fond, mais je dois être, voilà, je suis à 92 degrés sur mon portable. Vous inquiétez pas, il est capable de tourner jusqu'à 120. C'est pas un problème. Mais vous voyez que ça demande extrêmement, extrêmement de puissance. Donc, ça, c'est un test. Et là, moi, je sais, imaginons que je veux péter du Dragonfly 64 bits. Je sais que j'aurai à peu près, bah là, en l'occurrence, 18 094 euh, tests de possibilités à la seconde. Donc ça me permet à peu près de calculer en fonction de mon dictionnaire combien de temps ça prendra. Quoi qu'il en soit, quand vous lancez le logiciel, il vous dit, il estime le temps que ça va prendre. Et vous verrez que plus vous vous attaquez à des algorithmes complexes, plus ça se comptera pas en minutes, ça se comptera en heures, ça se comptera en jours, ça se comptera en semaines, ça se comptera en années, ça se comptera en siècles, ça se comptera en milliers d'années. Et je rigole pas. Parce que plus vous allez attaquer un mot de passe qui est long, plus le chiffrement sera costaud, genre 512, plus la machine va mettre des siècles à calculer la solution. Et donc, ça sera impossible. Donc, les hackers, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils utilisent des fermes de PC qui sont connectés entre eux et qui vont créer une sorte de super ordinateur qui vont permettre, en fait, tout simplement, eh ben, de casser des mots de passe. Et vous pouvez payer, pardon, des services aussi en ligne qui vont vous permettre bah, de craquer des mots de passe contre des bitcoins. On va pas se voiler la face. Donc voilà, ça c'était le blabla, blabla, blabla. Qu'est-ce que j'ai dit? On a John. Eh ben John, c'est cool. Il est installé puisque j'ai tapé John et il me dit ouais ouais John, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc ensuite, si vous utilisez Blackheart, je vous montre rapidement, bah, il faudra faire cette commande.
On utilise Pacman sous ARP, qui est pas un Debian. On utilise APT ou Kali Linux ou ParrotOS parce que ce sont des versions Debian. Donc, il faut dissocier. Un Debian, c'est pas un Arch. Arch Linux, c'est totalement différent de Debian. C'est des Linux, mais ce ne sont pas les mêmes distributions. Ensuite, il vous apprend à cloner le repo et à utiliser les sources pour compiler le code source et le faire tourner sur votre ordinateur. Si vous voulez le faire, c'est possible aussi. L'installer sous Windows, bah là, c'est beaucoup plus simple, parce que sous Windows, on a quoi? On a des fichiers zip, et dans ces fichiers zip, vous savez que sous Windows, pour un exécutable, un binaire, comme on l'appelle, sous Windows, c'est un fichier exe, EXE. Donc, on va joindre la petite salle et on va commencer un petit peu le hacking et voir un petit peu ce que nous propose John. Je vais essayer de vous montrer aussi tous les formats qui sont supportés. Voilà. Et vous allez voir que la liste est plus que conséquente. C'est moins qu'on puisse dire. List format, tu ne le veux pas. Supported format can be seen. Ouais, format égale list format. Ouais, ok. Ok, bon, on va le lister, du coup. Bah ouais, list format. Hein? Format? Oh, je comprends pas. C'est ce qu'il nous dit. Ah, pardon, égal. Donc ça, format rule, exchange hidden option command. Non, c'était pas cette commande. Je m'en excuse par avance. Mais il y a un truc où il vous dit, moi, il n'y a pas de problème, je peux te craquer tout ça. Chaud? Non. Test? Non. Je vais faire un petit help. Donc on a là toujours les trucs en single crack mode. Rose, masque. Bon, c'est pas grave. On va pas se prendre le chou. Donc on va voir le principe de wordlist. Qu'est-ce qu'un dictionnaire et en gros comment bah, ça fonctionne. Donc un dictionnaire, c'est une word list en anglais. Un dictionnaire, c'est quoi? Bah, c'est un fichier texte. Alors, il n'a pas forcément l'extension TXT. Sous Linux, vous savez que l'extension, on s'en fout. Sous Windows, ça sera plus important. Mais une word list, c'est quoi? C'est un dictionnaire, mais c'est aussi une liste de mots, en fait, qui est enregistrée dans ce fichier. Donc, afin d'attaquer les hachages par dictionnaire, vous avez besoin d'une liste de mots pour les comparer. Et ça, c'est sans surprise. Cela s'appelle une liste de mots, ce qu'on appelle une word list, mais plus communément un dictionnaire. Il existe de nombreuses listes de mots différentes. On en a une bonne collection et c'est la fameuse setlist. La setlist, elle est installée par défaut sur ParrotOS et sous Kali Linux. Faites un locate, setlist, bah, tu voyez, je l'ai déjà rentré. Qu'est-ce que j'avais fait, setlist? Oui, locate, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Et là-dedans, vous avez énormément de listes. Certaines qui sont sous zip parce que ça prend énormément de place. Et vous voyez que vous avez tout, quoi. Il y a même des mots de la Bible. Là, c'est un dictionnaire avec tous les mots qui sont présents dans la Bible. Donc tous les délires sont possibles et inimaginables. Dark code, j'en passais des meilleurs. Toutes les combinaisons de clavier, ce qui a été récupéré dans les pots de miel, des cracked hash. Donc, il faudra adapter son dictionnaire à le protocole, à la machine, à la surface d'attaque qu'on va essayer de craquer. Forcément. Et plus le dictionnaire sera long,
plus ça va prendre du temps. Donc, sur Internet, vous pouvez récupérer des listes de mots qui font des pétaoctets, des téraoctets, des gigaoctets sur le dark web ou sur le réseau torrent. Allez sur Pirate Bay, vous verrez, vous en aurez un paquet. Et l'avantage qu'on a avec Parrot et Kali, c'est qu'on a énormément de dictionnaires qui sont déjà préinstallés. Donc, généralement, ils se trouvent dans User Share Word List. Par exemple, si on va dans User Share comme partage, Wordlist, vous avez une arborescence Wordlist, et là, vous voyez qu'on a énormément de trucs. Moi, je vous ai dit, on peut aller dans Seclist, et dans Seclist, j'ai quoi? Eh ben, découverte, technique de fusing, tout ce qui est IOC, varié, mot de passe. Donc, vous tapez des utilisateurs, je vais choper username. Là, j'ai quoi là-dedans? Eh ben, j'ai par exemple, je sais pas, voilà, les mots par défaut, les utilisateurs par défaut de SAP, qui permet de gérer en entreprise pas mal de choses. Je vais faire un 4, ça, et vous allez voir. Voilà. Ça, c'est les utilisateurs par défaut qu'on utilise quand on administre une machine SAP. Donc, c'est assez cool, mais si vous testez autre chose que sur une machine SAP, bah forcément, ça ne marquera pas. Donc, après, toute l'importance d'avoir l'expérience, le background, et de comprendre en gros qui fait quoi. Et ça viendra avec le temps. Et le fait de bosser en entreprise, parce que si vous bossez pas en entreprise, forcément, vous savez même pas de quoi on parle. SAP, je pense que ça vous parle peut-être, peut-être pas. Allez voir sur Internet ce que c'est. Donc, c'est les Allemands qui font ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, on peut donc aller récupérer d'autres fichiers. Et il y a certains fichiers, malheureusement, enfin, malheureusement, parce qu'au début c'est un peu chiant. Vous savez que vous avez des fichiers tar en fait. Des tar en fait, ce sont des fichiers d'archives, tout Linux. Et on a des tar.gz. On a du tar classique, c'est pas compressé, et on a du tar gz, c'est quand c'est compressé. Et ben, pour décompresser un fichier qui s'appelle toto.tar.gz, la commande à faire, on va untar, on va détarer et on va décompresser en fait. Parce que là, c'est un fichier compressé. Donc pour faire ça, eh ben, on passe la commande tar, c'est un programme, et on lui met en argument x, v, z, f. Ça, c'est comme si vous ouvriez WinZip ou WinRAR ou 7-Zip sous Windows et vous lui demandez de décompresser l'archive dans votre répertoire courant. Donc, s'il y a un fichier toto.gz, .war.gz qui est présent ici, en faisant cette commande, je vais pouvoir le décompresser. Donc, ça peut être intéressant. Et avec tar, vous pouvez mettre aussi plein d'arguments. Mais vous allez très souvent l'utiliser parce que la plupart des word lists, comme elles font des centaines, voire des gigaoctets, si elles sont très très grosses, elles seront forcément compressées. Et sous Linux, bah, le seul moyen de décompresser, vous pouvez le faire peut-être avec certains outils en interface graphique, mais le mieux c'est de comprendre comment fonctionne tar. Et tar, bah, tar.h, il y a peut-être mon mantar. Allez voir le manuel comme d'habitude et vous allez voir, c'est un outil ultra puissant qui permet de faire de l'archifage sous Linux. Donc il y a plein d'arguments et voilà, faut savoir l'utiliser. Ça permet de compresser ou de décompresser une archive sous Linux. Grosso modo. Parce que là, bah, malheureusement, si je tape WinZip, il va me dire je vais à WinRAR, t'as pas WinRAR, copain? Eh non, t'es pas sous Windows, ça va pas marcher. 7-Zip, mec? 7-Zip, il y a moyen? Il va dire fuck off. Eh ouais, fuck off. Le seul truc qu'il comprend, c'est tar. Et avec tar, vous pourrez décompresser pas mal de fichiers. Mais l'essentiel, l'extension qu'on utilise tout le temps, vous allez le voir souvent, c'est GZ. GZ, c'est une archive compressée sous Linux. Donc voilà, maintenant que j'ai défini les bases avec vous, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet en fait. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande le monsieur? Join
Donc on a tout le temps un gros fichier Rockio. Je vous parle tout le temps, moi j'ai dans mon home, je me suis fait un petit fichier WordList parce qu'à force de faire des tests d'intrusion, j'ai mon WordList. Et là, qu'est-ce que j'ai? Bah j'ai mon fameux Rockio. Et le Rockio, vous pouvez y aller, hein. Franchement, il fait, je sais pas, 1 million de lignes, quelque chose comme ça. Bah bon, voilà. Je l'arrête là parce que sinon ça va tourner pendant 5 minutes. Mais la question c'était en gros, où est-ce qu'ils ont trouvé bah, ce dictionnaire? Il est créé à partir de quoi? Là, il nous pose, grosso modo, la question. Donc, on va essayer de répondre. Et moi, je sais, allez faire vos recherches et aller sur ce site. Bah, le site s'appelle Rock You Baby, I wanna rock you. Rockyou.com. C'est un site qui permet en fait de faire pas mal de choses, mais il a été piraté. Ah, ils l'ont fermé, peut-être depuis. En gros, en 2009, il a été piraté et il y a eu 32 millions d'utilisateurs qui ont été piratés, c'est le cas de le dire, et on a récupéré tous leurs comptes utilisateurs et leur mot de passe. Et grâce à cette data breach, donc cette brèche de sécurité dans la base de données, on a fait un dictionnaire et bah, grosso modo, on va voir s'ils peuvent me le lister. Je vais essayer Rock. Ok. Il y a, ouais, ouais, 3 et 3. Il y a 14 344 392 mots de passe là-dedans. Donc vous voyez que si vous commencez à utiliser ce dictionnaire, il va falloir être patient, hein, parce que si jamais la solution et le mot de passe ou l'utilisateur que vous cherchez, eh ben, il est à la 14 millionième de ligne, à mon avis, vous en aurez pour quelques mois, voire quelques semaines. Si vous avez un PC de fou furieux et que vous utilisez un processeur 32 cœurs, 64 cœurs, un truc de malade. Donc voilà, ça c'est les bases. Donc la wordlist, bah, le site il a fermé, bah ouais, il s'est fait péter et il est plus fonctionnel. Mais il y a, j'allais dire il y a 10 ans de ça, non, on est déjà en 2021. Donc il y a 12 ans de ça, eh ben c'était un site assez connu et qui s'est fait bah, exploser. Et du coup, quand vous utilisez rockyou.txt, bah, tout ça, ce sont les pauvres gens qui avaient mis leur mot de passe. Et ils ont été triés par ordre bah, alphabétique, tout simplement. Donc voilà. Et comme la plupart des gens réutilisent leur mot de passe sur Internet, eh ben, très souvent, vous pouvez récupérer et craquer des mots de passe d'utilisateurs, soit des noms d'utilisateurs, soit des mots de passe avec celui-là. Et c'est un des plus gros dictionnaires qui existe. Concrètement. Je sais pas combien il fait combien. LS moins LHA. Celui-là, il fait combien? RockYou, ouais, il fait 134 MO. Donc vous imaginez un fichier texte qui fait 134 mégabytes. Ça commence à être costaud. Et ça, c'est rien. C'est que 14 millions. Il y en a qui font 134 gigaoctets. Et là, c'est des milliards, 2 milliards de mots de passe et de noms d'utilisateurs. Mais forcément, plus votre dictionnaire est grand, plus vous arriverez bah, à trouver la solution, à craquer en fait. Maintenant. Donc le site, c'était notre ami Rock Your Baby. Ça c'est bon. On a parlé des bases. Et maintenant, on va passer bah, à la partie un peu plus concrète. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, il y avait une question avant. Alors, il y a une version étendue, ouais, je vous en ai pas parlé, qui est Jumbo John. Jumbo John, c'est l'équivalent en fait pour Windows. Je vous ai dit que c'était un fichier exe, mais j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Donc Jumbo John, c'est Jumbo John. C'est la version Windows. Donc ça, on va juste cleaner. Hop, fait 13% de l'exercice. Donc, on passe à la pratique, j'ai envie de dire, enfin, en tout cas, à l'aspect théorique. Quelle commande on va utiliser? Donc, il y a de multiples façons d'utiliser John l'Éventreur pour craquer des simples
hash, des hashes simples. On va voir quelques-unes ici, tout en sachant que la liste n'est pas exhaustive. À vous d'aller faire vos recherches plus tard. Donc, la syntaxe. Comment on utilise l'outil John? Eh ben, on va taper John, on va mettre les options, et ensuite, on va mettre généralement le chemin du fichier à craquer. Donc John, ça permet d'invoquer le programme John le Reaper, et le path to file, donc le chemin vers le fichier, eh ben, c'est en effet le fichier qui va contenir le hash que vous êtes en train d'essayer de craquer. Et si c'est il est présent dans la même arborescence, vous n'avez pas besoin de définir le chemin naturellement, juste le nom d'un fichier. Donc généralement, par habitude, pour pas se casser la tête, on va copier dans le même répertoire courant sous votre home, où vous faites un mkdir, vous vous créez un répertoire perso et vous allez mettre deux fichiers texte. Un fichier, ça va être le fichier texte sous forme de hash, et l'autre fichier, ça va être votre dictionnaire. Donc, on va craquer automatiquement. Donc, la fonction de crack automatique, en fait, donc John, il a plein de composantes intégrées, en fait, qui font différentes choses, et qui vont déjà automatiquement détecter quel type de hash lui donner en entrée. Donc ça va faire gagner un temps fou, puisque vous n'avez pas à rentrer via des arguments et lui préciser le type de crypto, le type d'algorithme qui est utilisé, il va le reconnaître tout seul. Et après, on peut appliquer ce qu'on appelle des règles, en fait, et des formats pour craquer le hash. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, John, tu me mets une word list et je veux tel fichier à craquer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va prendre en paramètre le fichier de votre dictionnaire et il va comparer ça avec le hash à craquer. Donc word list, ça spécifie en fait, bah oui, le mode word list. Et donc vous lui dites, bah vas-y, récupère tous les mots qui sont à tel endroit. Et l'endroit de la barre word list, bah tu vas lui dire, bah ouais, le fichier, il est présent par exemple dans user share word list rock et espace le fichier à craquer. Là, le fichier à craquer avec le hash qui est présent dedans, il s'appelle hash underscore to underscore crack.txt. Donc identifier les hashes. Parfois, John, il a des petits soucis et il n'arrive pas à reconnaître concrètement les haches. Donc, on peut les définir aussi manuellement, c'est tout à fait possible, et, euh, et voir un petit peu comment on va les identifier. Donc, comment on peut faire ça? Eh ben, il y a un truc qui s'appelle HID et c'est un script Python. Mais concrètement, donc John ne jouera pas bien avec la reconnaissance et ça peut poser des problèmes parce que des fois il peut se tromper. Et les chargements automatiques des hachages, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais nous pouvons utiliser d'autres outils pour identifier le hachage et définir John pour qu'il utilise un format spécifique. Il existe plusieurs façons de le faire, par exemple en utilisant un identifiant de hachage en ligne comme celui que je vais vous donner, qui est ici. Donc, on a notre ami, hop, on va l'ouvrir. Donc ça, c'est Hash Identifier. Et on a un outil super utile qui est préinstallé, pareil, que vous pouvez récupérer ici avec un wget sur la distro qui est sur le GitLab et le lancer via Python interpréteur Python 3 et le nom du script du fichier qui s'appelle hashidentifier et .py parce que c'est un fichier Python, langage de programmation. Et lui, il va vous dire plein de choses. Et ça, c'est super utile pour récupérer plein d'informations. Comment je peux vous montrer ça? Il est pas installé. Moi, si je fais H, vous voyez que j'ai HID qui est juste là. Et H Identifier. Donc là, je peux le lancer. Il n'y a pas de problème. Mais il va pas trop kiffer. Parce que je lui ai rien donné en entrée. Donc on va retourner dans mon home. Et tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit Carl. On avait un H dedans. Et ben là, je vais utiliser HID. Je vais dire Carl. Il y a quoi dedans? Voilà.
Et tout à l'heure, dans l'autre vidéo que je vous ai uploadée, on a vu que c'était bien le H étoile plus le reste de Karl et que c'était encodé via un algorithme de chiffrement MySQL 5 ou 4.1. Et là, il vous l'analyse tout de suite. Est-ce que je peux utiliser l'autre qui s'appelle H Identifier et Karl? Là, là, il ne le trouve pas. Donc là, il nous demande le H. On va lui mettre le H, on va voir s'il le trouve. Le H, c'est ça. Pied. Je vais le rentrer à la main. Voilà. Il nous dit, hey Coco, le H que tu m'as rentré là, eh ben écoute, ça, c'est aussi du MySQL. Codé en 160 bits. C'est du SHA. Donc, on voit qu'on peut corréler les informations. En effet, MySQL 5 et 4 utilisent bien du MySQL chiffrement 160 bits en SHA. Donc au début, ça va être du chinois, mais Hash Identifier, franchement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, utilisez-le pour savoir comment vous allez pouvoir craquer. C'est important de connaître ce qu'on va craquer, parce que, comme je vous disais, du MD5, ça va prendre que quelques secondes à être craqué. Si vous commencez à vous attaquer à du SHA-4096, et là, votre ordinateur, il aura déjà fondu que, enfin, avant que vous trouviez la solution, votre ordinateur aura déjà fondu, puisque et à partir des clés de chiffrement même, j'ai envie de dire 2048 bits, on sera 2048, 4096. Maintenant, dans les communications haut de gamme, dans l'armée, tout ça, on utilise du 8192 bits, enfin du 8. Bah là, franchement, à moins d'avoir un ordinateur quantique, impossible. Ou alors vous avez des data centers et des data centers comme en Chine, avec des milliards, des dizaines de milliers de cartes graphiques qui vont vous trouver la solution et péter le chiffrement. Mais même avec un ordinateur à 5000 € chez vous, impossible de casser ça. Ça prendra des siècles. Donc voilà, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on attaque, qu'est-ce qu'on essaye de craquer. Pour savoir à peu près estimer, ça viendra avec l'expérience, bah, le temps que ça prendra pour hacker la machine. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah oui, on peut spécifier le format, en fait. Parce qu'une fois qu'on a identifié le hash et savoir avec quoi on va travailler, eh ben, John peut, you can tell John to use it while cracking. Ah oui, donc on peut définir à John, en fait, différents paramètres pendant le hash, en fait, et lui demander des choses précises à faire. Donc, on va voir tout ça. C'est toutes les commandes là qui sont ici. Donc, notre ami. Donc, une fois que vous avez identifié le hachage auquel vous avez affaire, vous pouvez dire à John de l'utiliser tout en craquant le hachage fourni en utilisant la syntaxe. Donc, John, format. Donc, ça, c'est le format. Word list. Ça, c'est le chemin de la word list plus le chemin du fichier à craquer. Donc format, on a bien compris que c'est le flag, le switch, le paramètre qui nous permet de dire à John que vous lui donnez un hachage à un format spécifique. Par exemple, je vais faire format égale MD5 ou MD4 ou autre chose, ce que vous voulez en fait. Euh, donc ça, il comprendra que c'est bien le format qu'il faudra hacher. Et le format dans lequel le hachage se trouve, eh ben, comme je vous disais, il faudra taper toutes les commandes. Donc, une des commandes, ça peut être en effet, si je prends tout, je sors de là, ça sera par exemple John. Donc, je lance le programme John. Je veux lui dire que j'utilise le format qui est RAW MD5, qui est un format de hachage très courant. Je veux quoi? Bah, je veux la word list. Ma word list, elle est où? Je sais qu'elle est dans, bah, pardon, user share word list. Il faut peut-être mettre un espace, c'est pour ça qu'il ne le trouve pas en fait. Peut-être moi qui dis des conneries, ouais. Vous voyez la couleur quand. Et là, à mon avis, word list, voilà, il va me le trouver. En théorie. User, tu me le trouves? Ah bah oui, share. C'est normal qu'il le trouve en fait. Share.
Voilà. Là, il vous le met. Vous voyez, c'est passé tout de suite. Il y a une barre en dessous qui s'est mise. Là, ça veut dire qu'il reconnaît le chemin. Quand c'est pas ça, bah, la barre, elle apparaît pas. Ça peut être un indicateur pour Linux que vous êtes dans le bon chemin ou vous faites de la merde. Et avec l'autocomplétion, eh ben, j'ai ce que je veux. Et là, à la limite, on va dire, bah, je veux rester dans Word List et je voulais juste, hop, .exe. Voilà. Ah, c'est un exemple, hein. Là, il n'y est pas parce que je l'ai déplacé. Donc voilà la commande. Donc ça peut être super utile. Vous allez souvent l'utiliser. Donc une note sur les formats. Lorsque vous dites à John d'utiliser des formats, si vous avez affaire à un type de hachage standard, là par exemple on parle du RAW, donc brut, format ND5 brut, eh ben vous mettez le préfixe raw, justement, qui veut dire brut en anglais, pour dire à John que vous avez juste affaire à un type de hachage standard, bien que cela ne s'applique pas toujours. Donc là, c'est pareil, après vous serez à l'aise. Mais si vous lui mettez MD5, il va comprendre aussi. Pour vérifier si vous devez ajouter ou non le préfixe raw, eh ben, vous pouvez lister tous les formats de John en utilisant John list égale formats. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Soit vous pouvez faire un grep euh, avec le type de hachage en fait. Là, je vais vous montrer deux solutions. Vous avez dit, c'est ce que je cherchais tout à l'heure et j'avais oublié comment le faire. C'était donc John, je veux list. Donc je répète, mais elle, imaginons que ça soit list, ça marchera. Mais si je tape list comme ça, il le prendra pas. Pour mettre un nom complet, il faut deux tirets. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. N'oubliez pas ça, sinon vous allez galérer, vous allez vous dire mais putain il prend pas ma commande, qu'est-ce qui se passe? Et donc je veux quoi? Égal format. Voilà. Et là on voit, vous voyez, tous les algorithmes de crypto qu'il arrive à casser. Mais la liste, elle est juste fat. Fat de chez fat. Donc ça c'est assez cool. Ou sinon, eh ben si vous recherchez, je cherche par exemple le Scrum, et j'ai pas envie de chercher dans la liste parce que je suis informaticien fainéant, donc je suis informaticien intelligent. Je fais liste égale format. Et là, bah, je vais faire mon grep tranquille. Et je lui demande tirer if. Et je veux quoi? Eh ben, du Scrum. Un exemple. Voilà. Et là, il me sort tout. Il me dit, ouais, Scrum, pas de problème. Il y a même du XMPP Scrum. Donc voilà, ça peut être un moyen de requêter dans, pas une base de données, parce que c'est un fichier texte, mais pensez à grep. Et si j'avais pas fait mon IF, je pense que même avec Scrum, il me le trouvait. Ouais, pareil, même résultat. Donc, on voit un petit peu comment on peut aller requêter, et c'est plutôt cool. Donc maintenant qu'on connaît la syntaxe, on va jouer un peu, parce que le but, bah, c'est de pratiquer, parce que là, c'était toute la théorie, un peu casse-couille, mais il fallait que je vous en parle. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais aller m'ouvrir un petit café. Voilà, le café est ouvert. Et on va passer à la pratique. Donc, il nous demande quel est le type de H1. Donc, je pense qu'il faut récupérer un fichier, si je suis pas trop bête. Il y a des chances. Donc là, télécharger le fichier. Ce que je pourrais faire, je vais voir s'il est gratuit, encore une fois. S'il n'est pas gratuit, le module, vous pourrez toujours vous entraîner à aller requêter. Je vous uploaderai les fichiers en fait. Je ferai une archive avec tous les fichiers et vous essayerez. Vous pourrez pas tout faire, je pense, mais vous essayerez de craquer, de comprendre les algorithmes qui sont présents, utiliser HID, H Identifier. Je vous upload. Tout ça sera dans la description. Vous inquiétez pas. Donc là, c'est le meilleur exemple. Qu'est-ce que j'ai téléchargé? Bah, un fichier zip. Ok. J'ai rien dit. Donc il y a du zip. Mais le zip, je vais pouvoir, en théorie, le tarer tranquillement. On va voir comment ça se passe.
Ouais. Ah bah si tu veux bien, si ça te dérange pas. Attends, je suis PWD. Ah ouais, téléchargement, il a disparu maintenant. Ouais, ok, donc j'ai mon fichier first. Attends, je vais le déplacer juste. Je vais pas le laisser dans mon téléchargement. Je vais le repasser au home. Donc dans mon home saltimbanque, si j'arrive à taper mon mot de passe. Ok, pardon. Donc là, je devrais avoir mon fichier que je ne vois plus. Excellent. Opérant de fichier. T'es sérieux? Oh, il est parti dans le turfu, le truc. Parti où ça? Cappuccino. Ouais, déjà, on va RM Cappuccino. Vous comprendrez dans la vidéo que je vous ai uploadée pourquoi j'ai un cappuccino. Ok, c'est des saltins. On revient. Ok. Le Carl, c'est pareil, j'en ai plus besoin. Sudo RM Carl. Excusez-moi, je fais un peu de nettoyage. Sudo RM ID RSA, pareil. Au revoir. Nickel, c'est des téléchargements. Où est parti mon fichier? Il est parti dans l'espace. Non, il est toujours là. Sudo mv first. Pourquoi je le vois pas là? Ah oui, il faut que je passe mon mv et je le veux vers au Saltan. Ok. Donc là, je reviens en arrière. Là, il est présent et je vais voir si je vous ai dit X, V, Z, F. Je sais que je peux le faire en interface graphique, mais je voulais vous montrer justement. Je sais pas pourquoi. Ok, donc star ça. X, V, Z, F. Et là, tu veux pas non plus. Sérieux? Comment on fait en ligne de commande? J'ai oublié. Linux décompressé. Alors, ouais, j'ai oublié. Donc, je vous ai parlé de tard. Je vous ai dit, il n'y a pas de WinZip, mais on peut quand même s'occuper des extensions zip avec zip, qui est pas WinZip, mais qui fait exactement la même chose sous Linux. Donc, pour décompresser mon archive, je vais faire un zip-r, je vais mettre le nom de mon fichier, et là, ça devrait décompresser. Nothing to do. À mon avis, il y a sudo à faire quelque part. Nothing to do. Bon, je vais le faire, désolé, ça me saoule. Je vais le faire avec Dolphin. Bon. Qu'est-ce qui me casse les pieds là? Nothing to do. Vas-y, retélécharge, parce qu'à mon avis, ça se trouve, il a pas chopé. C'est bon, il fait combien? 1 kilooctet. Alors, bon, c'est pas grave. On va les décompresser tranquillement dans mon dossier personnel. Je suis dans mon dossier personnel. Ouais. Donc, on va tout extraire là. C'est pas grave. Aussi extraire dans le dossier personnel, merci. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait le beau? Ah ouais, ok, il a créé un répertoire. Ok, autant pour moi. Donc là, on a nos fichiers H1, H2, H3, H4. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Ça, j'en ai plus besoin. Il nous demande, en gros, de trouver la solution et de savoir quel est l'algorithme en fait, hein. Quel est le type de hash. Voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, le type de hash.
Eh ben, on va utiliser notre ami H identifier. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire 4 H1. Ok. Je fais ID, je fais H identifier. Je le lance. Je récupère mon H. Je fais un copier-coller. C'est aussi simple que ça. Là, il nous dit, c'est quoi? List possible H. Donc, il nous dit, je suis quasiment sûr que c'est du MD5. Mais si c'est pas du MD5, eh ben alors c'est forcément ça. Et vous voyez qu'il y a un paquet. Mais il y a de fortes chances que ce soit du MD5. Pardon. Ok. Donc ça, c'est cool. On sait que c'est du MD5. Donc, maintenant, comment on peut craquer la valeur, en fait, de notre ami? Eh ben, on va voir. Je vais passer d'abord à tous les types de haches et après on verra comment les craquer les uns après les autres, si ça vous dérange. Donc maintenant, je vais faire le reste. Donc je vais sortir de là, je vais faire 4H2, 4H3, 4H4. Ok. Maintenant, je vais faire mon H identifier. Ouais, il est là-bas. Et là, je vais me copier tout le bazar. Donc, avec l'expérience, en fonction de la longueur, vous saurez à peu près de quoi on parle. Je peux pas me le copier. Ok, merci, t'es super cool, toi. Genre là, c'est quoi? C'est du MD synchro, quelque chose comme ça. Du chat 1. Chat 1. Donc je vous ai pas dit de bêtises. Avec l'expérience, vous saurez à peu près sur quoi vous tapez. C'est bien du chat 1. Donc, chat 1. Chat 1. Ensuite, le chat 2, ça dit quoi? Bah ça dit ça. Et là, on voit que la longueur de string, de caractère, elle est beaucoup plus longue au niveau du H. Donc, c'est un algorithme encore plus costaud. Ça doit être du chat 256. Putain, on dirait pas comme ça, hein, mais des fois je suis bon en fait. Pop, 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 pop. Donc type, bah, c'est du chat 256. Et l'autre, bah, ça a l'air encore le double. À mon avis, il n'y a pas besoin d'être de 20, ça doit être du 512. Puisqu'on voit bien qu'on a quasiment le double de la longueur. À mon avis, c'est du chat 512 bits. Et si je réponds juste, j'ai le droit à une deuxième bière. Putain, je suis trop fort, je suis trop fort. Oh, excusez-moi, c'est l'émotion. C'est l'autosatisfaction. Arrête la bière, mec. Ah, quoi? Comment ça? Mais tu te fous de moi, quoi. Tu te fous de moi? Tu veux quoi? Tu veux un tiré? C'est ça qui te plaît pas? Hein? Pardon? Possible H512. Tu veux du Whirlpool? Et moi, je m'en fous des machines à laver. Il veut du Whirlpool. Donc, ouais, il y a un truc qui s'appelle Whirlpool. Et c'est pas des machines à laver, hein, juste pour info. Voilà. Donc, du HMAC. Mais bon, c'est pareil. Franchement, ils se ressemblent tous les deux. Ça va, j'avais le droit de me tromper. Bon, bah finalement, j'ai pas le droit à ma bière. Donc, plus sérieusement, on a identifié les types de H, de CH. Ouais, c'est un peu redondant ce que je vous ai dit, mais bon, voilà comme ça marche. Donc là, grosso modo, on va les craquer. On va craquer du MD5. Alors là, franchement, celui-là, ça va être mais les doigts dans le nez.
puisque comme je vous ai dit, le MD5, c'était utilisé il y a quelques années. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, on évite un tant soit peu d'utiliser le MD5. On utilise, pardon, le MD5 toujours, mais pas pour sécuriser des mots de passe, mais pour vérifier qu'un fichier est bien intègre. La plupart du temps, vous verrez, quand vous téléchargez un fichier, on vous donne la valeur en MD5. Maintenant, plus récemment, on fait ça en FA1, en FA256, voire en 512. Mais très souvent, c'est du MD5. On vous dit, tiens, tu télécharges ton fichier, tu le compares avec le mien, enfin avec le tien, et tu dois avoir telle valeur de hash. Et si c'est le cas, comme je vous disais, eh ben, ça veut dire que le fichier n'est pas corrompu, qu'il n'a pas été modifié par une partie adverse. Donc je vous rappelle, c'est pas parce que vous chiffrez votre VPN et tout ça. En effet, ça va encapsuler les données, mais il y a des moyens utilisés par différentes parties. Mais on peut héberger des serveurs ou des relais ou des routeurs ou des switches qui sont malicieux. Et si bah, justement le trafic est pas encapsulé et pas chiffré, eh ben on peut modifier en temps réel le l'archive et vous la rerouter et vous allez vous dire, bah, c'est bon, quoi. C'est un fichier que j'ai téléchargé sur ClubX, sur 01.net, tous ces sites à la con. Et en fait, bah non. C'est un hacker qui s'est mis dans la communication. Et entre le temps où vous avez téléchargé du serveur américain et qu'il arrive chez vous en France, eh ben, il y a un acteur tiers qui vous a renvoyé le fichier, qui vous a fait une attaque de l'homme du milieu. Et vous allez installer en fait le logiciel qui vous intéresse, sauf qu'il y aura un virus dedans. Et ça, c'est possible, hein. C'est pas de la science-fiction, hein. D'où l'importance du chiffre. Mais je m'égale. Donc revenons à nos moutons, à nos licornes. J'ai dit que j'arrêtais avec les moutons, j'en vois partout. Maintenant, c'est des licornes. On voit un peu moins. C'est plus rare. Donc, comment on va péter ce mot de passe? Eh ben, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Eh ben, on va utiliser ma petite word list. Ma word list, elle est où? Elle est pas là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais la déplacer. Ouais, je vais la copier. Je vais aller dans word list. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai Roku. Roku, je vais lui dire, ok, super ma belle. Je te copie si ça te dérange pas. Et tu vas aller cette fois-ci dans Home, Saltimbanque, et le First Task Ashes. Voilà. Donc maintenant, je vais dans mon point, je vais dans mon First Tag Ashes et j'ai bien mon fichier Roku. On est d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais demander à John. John, est-ce que tu veux bien me péter le format? On a vu gros.md5. Et si t'es cool, eh ben, tu veux choper la wordlist qui s'appelle quoi? Égal, Roku. J'ai pas besoin de préciser le chemin. Et vous voyez qu'il y a la ligne, il me le trouve, puisque je l'ai mise dans mon arborescence. Et qu'est-ce que je veux craquer, pardon? Bah, le premier fichier, qui s'appelle h1.txt. C'est parti. Et je me suis planté. Le mec, il joue au chaud, mais en fait. Ok, invalide Roku, donc tout doit être collé. Autant pour moi. Donc, using different loaded password, no password left to crack. Tu plaisantes ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Encore une fois, j'ai dû me tromper au niveau d'un endroit. MD5, MD5, qu'est-ce que j'ai tapé? Wordlist, on a le Roku, le hashtag texte. Ah mais oui, je suis con. Donc vous avez ce message en fait, il vous dit juste qu'il a terminé l'opération. Et il a récupéré bien un mot de passe. Mais pour le voir, alors là j'ai galéré au début, je comprenais pas en fait comment il fonctionnait. Et ben là, il faut lui refaire un John, lui dire, bah tu sais quoi, h1.txt que tu viens de me craquer, et bah tu vas me faire un show, tu vas montrer le résultat. Alors je sais, c'est super déroutant, parce qu'on se dit, putain, mais là j'ai lancé la commande, il est où le mot de passe? Il apparaît jamais. Et ben non, il faut faire la commande show. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Zéro password, full left.
plaisante. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec show, ça n'a pas suffi. Des fois, il faut rajouter l'argument, le paramètre, format, est égal row MD5, puisqu'on pétait du row MD5, il vous l'a dit. Donc là, bah c'est quoi? Bah c'est biscuit, le mot de passe. Donc vous voyez que le MD5, les doigts dans le nez. C'est pas très compliqué. On va passer à du plus coûteux. Donc le H2. Le H2, c'est quoi? Bah on va faire la même commande. Sauf qu'on a vu que cette fois-ci, c'est du SHA-1. Donc on reprend la même commande et on va lui dire, bah cette fois-ci, qu'est-ce que tu fais? Bah tu vas me craquer du SHA-1. Donc je clear, hop, je vais repasser. Ouais, non. Tu as mangé? Non, j'ai pas mangé, je termine mes cours, j'ai pas fini encore. C'est Et tu gentil. aurais pu me dire qu'il y avait le carton qui était arrivé, hein? Hervé me dit aussi aussi. J'ai appelé Annette. Ah bon, d'accord. Voilà. Voilà, voilà. Allez. Allez, je t'embrasse, merci. Merci pour le repas hein, encore. Hein. Allez, je t'embrasse fort. Et les bières. À bientôt, bonne nuit. Donc, on recommence le délire. On se reprend notre commande, il n'y a pas besoin de tout retaper. On va modifier notre fichier, cette fois-ci c'est le 2. Et qu'est-ce qu'on change? Bah, il faut changer aussi l'algorithme. Sinon, il va dire, ah, moi, cet algorithme, je connais pas. Donc, moi, je sais que on va utiliser du row, pardon. C'est du chat. Donc, ayez le réflexe, faut que ça soit tout en violet. Dès que vous faites un espace, ça repasse en vert et il prendra pas la commande. Je crois, il me semble. Ouais, ouais, si, c'est ça. Ok. Donc j'ai un bon PC, mais ça peut prendre 30 secondes sur un petit PC, on va dire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, John, je veux quoi? Eh ben, H2, .txt, on est d'accord? Je veux quoi? Bah, que tu me montres, show, et c'était le format, puisqu'on a vu qu'il faut préciser le format, c'est du format raw chat 1. Et là, le mot de passe, kangaroo. Donc un kangourou. Kangaroo. Oh, ils l'écrivent trop bizarre, kangourou. Saloperie d'anglais. Maintenant, on passe au 3. Le 3, on a vu, je reprends chat 256. Qu'est-ce que je fais? Réflexe. Eh ben, je change. H3. Maintenant, je veux quoi? Le 256. Là. Et ça me plaît. Et je veux quoi? L'exploser. Donc là, bah, il l'a trouvé. Kovac. Qu'est-ce que je fais? Je repasse. 256. Euro, chat 256. 3. Microphone. H4. 512. Whirlpool. Donc, eh ben là, je sais plus si on met Whirlpool ou on va essayer en 512, on va pas se prendre la tête. Ouais, on va prendre Whirlpool parce que c'est ce qu'on a mis là-haut. Je pense que c'est plus Whirlpool que chat 226. Donc H4 cette fois-ci. Et on veut. C'est pas du raw Whirlpool, là c'est du Whirlpool. Quoi? Ok, je remonte. Show. C'était quoi? Du Whirlpool. Et notre fichier, cette fois-ci, c'est pas le 3, c'est le dernier, c'est le 4. Et le mot de passe, colossal. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous voyez que c'est plutôt cool. Surtout quand on a la solution dans son dictionnaire. On a un PC qui est pas trop dégueu. Et forcément, pourquoi ça a mis un temps extrêmement court? Parce que j'ai un très bon PC déjà, portable. Et parce que tout simplement, le mot se trouve au début du dictionnaire.
Comme je vous disais, si le mot se trouvait à la fin, bah, ça serait plus compliqué. Et vous avez qu'à regarder, euh, plus le chiffrement est léger, plus on parcourt vite de A à Z. Ça, c'était K. B, c'était B. Microphone, c'était M. Et là, c'était un W. Là, j'ai rien dit. Donc, pardon. Et le 4, c'était C. Donc, vous voyez qu'on est au début de l'alphabet. On n'est pas à la fin. Et quand vous avez 18 millions pour arriver à W, je peux vous dire que votre ordinateur, il va tourner quelques jours. Donc, donc voilà, là c'est les bases au niveau de du cracking en fait sur des haches simples. C'est très simple, très très simple. Après on va voir que on va s'attaquer à des trucs plus costauds. Donc maintenant on va voir un petit peu comment craquer le NTLM qui est utilisé dans l'Active Directory, qui est utilisé dans Windows, tout ce qui est Windows NT en fait, hein. Et on va voir comment on peut s'occuper à lui faire l'amour. Donc, craquer les haches d'authentification Windows. Comment ça se passe? Ça se passe. Alors, on va voir ça en pratique. Donc, maintenant que vous avez compris, grosso modo, les bases du crack, on va pouvoir passer à la version des hachages Windows et voir l'utilisation de John the Ripper. Et on va voir que c'est un petit peu plus difficile. Forcément, on commence par le plus simple et pour passer au plus dur. Mais si vous voulez devenir un vrai hacker, ce qui veut rien dire, si vous voulez vraiment devenir un vrai expert test d'intrusion, eh ben, il va falloir connaître justement tous les rouages et toutes les techniques du red teaming. Le red teaming, on attaque, il faut connaître tous les moyens de défoncer un système d'information. À l'inverse, si vous faites du blue teaming, il faudra aussi connaître, même si vous défendez, il faudra connaître les techniques qu'utilisent les attaquants pour pouvoir protéger votre client, votre système d'information, votre serveur. En tant que cyber-analyste, en tant que analyste de production ou sysadmin, administrateur système. Donc, là, on va voir les hachages, les fameux hachages NT, NTLM. Donc, ce sont des hachages, cette fois-ci, d'authentification, qui sont les versions hachées de quoi? Des mots de passe. Et les mots de passe, ils sont stockés où? Dans le système d'exploitation. On a différents trucs, mais on va faire simple. Votre Windows, il a une base qui s'appelle SAM, comme le prénom, S-A-M. Et c'est là-dedans qu'il y a tous vos mots de passe qui sont chiffrés. Donc c'est pareil, vous avez beau taper Toto quand vous vous connectez à votre machine. Maintenant, je connais votre mot de passe. Vous avez intérêt à le changer. Et Toto, en fait, il sera chiffré et ça sera un H sous forme de H, NTLM. Hmm. Donc le format, on parle de NTLM, mais en fait, le format de H, c'est le LM. NT, c'est juste pour dire Windows. Windows NT, en fait. New Technology. Ouais, j'adore Windows, tu sais, parce que, et Microsoft, parce que le New Technology, tu sais, le premier Windows NT. Attends, c'est quelle année, s'il te plaît? J'adore. Tu vas voir la nouvelle technologie. Je crois que vous étiez pas né. Pour la plupart d'entre vous. Windows NT, 1988. Ah, parce que j'aime bien rigoler sur Bilou, qui veut nous vendre ses vaccins. Donc la 3 points, vous voyez que c'est 93. La 1.0, je crois que c'est, je sais pas, c'est, laisse tomber, c'est la New Technology de 1982-83. Donc vous voyez que le New Technology, franchement, il ferait mieux de l'effacer le NT parce que ça ne veut plus rien dire. C'est une technologie justement antique. Mais plus sérieusement,
Voilà comment ça fonctionne. Les NTLM, on va essayer de calculer le NTH à partir du NTLM. Donc on va toujours utiliser des attaques de force brute, mais pour mettre la main sur les hachages, il faudra être ce qu'on appelle un utilisateur privilégié. C'est-à-dire, il ne faudra pas être le PK moyen, il faudra très souvent avoir déjà avoir fait notre escalade de privilèges. Donc il faudra qu'on soit administrateur. Donc, on verra un petit peu comment les différents hachages que nous prévoyons de craquer au fur et à mesure. Mais le NTA, grosso modo, c'est le format de hachage dans lequel les machines modernes du système d'exploitation Windows stockent les mots de passe des utilisateurs et des différents services. C'est pour ça que vous avez plusieurs comptes utilisateurs sur votre machine. C'est pas des hackers qui ont installé des comptes, c'est les services qui ont besoin de comptes utilisateurs différents du vôtre pour pouvoir tourner en tâche de fond, en résidence. Il est également communément appelé NTLM, ce que je vous disais, et ça fait référence à la version précédente du format de Windows pour les hachages de mots de passe connus sous le nom de LM. Et là, c'est devenu NTLM. Donc un peu d'histoire, la désignation NT pour les produits Windows signifiait nouvelle technologie et était utilisée à partir de Windows NT pour désigner les produits qui n'ont pas été créés à partir de l'ancien système d'exploitation qui est MS-DOS. Finalement, la ligne NT est devenue le type de standard d'exploitation qui a été publié par Microsoft et le nom a été abandonné. Du coup, il vit toujours dans les mêmes noms de certaines technologies Microsoft. On ne parle plus de NT présenté avec vous, mais vous voyez que c'est antédiluvien, mais on continue de parler de NT, NTLM. Donc en gros, en vidant la base de données SAM dont je vous ai parlé sur une machine Windows, en utilisant un outil comme Mimikatz ou à partir de la base de données Active Directory qu'on appelle le NTDS, eh ben vous aurez peut-être pas besoin de déchiffrer le hachage pour continuer l'escalade de privilèges. Car souvent, mener une attaque qu'on appelle passe de hash, passe le hachage, à la place permet de craquer le hash en fait. Très simplement, sans commencer à faire des attaques brute force qui vont prendre beaucoup plus de temps. Et ça peut être une option viable s'il existe une politique de mots de passe faible. Et très souvent, dans les petites entreprises, les PME, les TPE, il y aura des mots de passe à la con et vous pourrez faire une attaque passe de hash. Vous montrerez comment on passe le hash, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'était le blabla. Maintenant, on va passer à la pratique. Parce que c'est bien de connaître la théorie, mais bon, ça, vous pouvez le lire sur Internet. Vous n'avez pas besoin de moi, en fait, techniquement. Est-ce que vous avez vraiment besoin de moi? On me pose la question, en fait. Bon, bref, sérieusement, on continue. Donc, on va se péter le fichier NTLM qui va nous donner, qui est présent ici. Merci, monsieur. On va le télécharger. Donc, c'est un fichier texte classique qui s'appelle NTLM. On va le récupérer. Et là, qu'est-ce qu'il nous demande? Le format. Très très bonne question. Comment vais-je pouvoir récupérer le format? Le format, c'est simple en fait, hein. Je vais NT. Bon, en même temps, NTLM, c'est un peu compris dans la question. Mais là, il nous demande plus sérieusement la valeur. Pourquoi je sais ça? Parce que le format, on va le passer. Que je vais aller. Donc moi, c'est des téléchargements. Code de que on se le prend, je les zoomer. Et ça, il y a de fortes chances, pardon, que ça soit, c'est mieux sur un laptop, que ça soit, du NT. New Technology, ah bah oui, il me le copie direct. C'est rien. Copier, s'il te plaît, tu seras gentil.
Ah ouais, lui dit que c'est du MD5. Ok, mais bon, j'ai pas dit que des bêtises. Pourquoi? Parce que si je sors de là, je vais dans téléchargement. Ok. Comment je vais pouvoir le craquer? Si je mets MD5, ça va pas marcher en fait. Comme c'est du NTLM, là, il faut que je précise format. Et le format, comme je vous ai dit, c'est NT. Sinon, ça ne marche pas. Word list. Donc, ma word list, elle est tout le temps dans RockU. RockU. RockU, baby. Ok. Et qu'est-ce qu'on veut? Bah, notre fichier NTLM, NTLM, pas TXT. Il ne le trouve pas. Qu'est-ce que je veux dire? Ah bah oui, il n'est pas présent. Donc je vais le déplacer sudo mv NTLM. Ok, et tu me le copies dans ok. Ok, apprends à taper des mots de passe, ça serait cool. Ou choisissons des plus simples. On va dans notre répertoire. Et là, je vais pouvoir traiter ma commande. Ok, donc pour le voir, réflexe, le nom du fichier, cette fois-ci, pardon, John, NTLM, texte. On veut quoi? Le voir, show. Et on lui donne quoi en deuxième argument? Eh ben, le format. Et le format, on a vu que c'était du NT. Champignon, magique. Mushroom. Super. Donc, on voit, bah là c'est du MD4. C'est vraiment facile à craquer, hein. C'est, c'est un peu désuet. Maintenant, on va voir la partie qui concerne en fait bah, l'ETC Shadow. Je vous ai dit le Shadow, ne faites jamais un 4 ETC Shadow euh, dans une vidéo, puisqu'on aura tous les hacks de votre machine et on pourra à partir de là pas les craquer. Donc, ça se monte pas, ça se garde pour soi. C'est comme les clés privées, je répète. L'ETC Shadow, ne le montrez à personne. Vous pouvez montrer ETC passe VD. Moi, je vous le montre, il n'y a pas de problème. Mais jamais je vous montrerai dans une vidéo, à moins que j'ai bu vraiment beaucoup trop de café et que j'ai pris des champignons, c'est le cas de le dire. 4 ETC, je vous montre mon passe VD. Pas de problème, ça, je veux bien vous le montrer. Ok? C'est tous mes comptes. Là, il n'y a pas de souci. Il y a pas de mot de passe. Par contre, le pass VD, c'est le fichier le plus sensible de votre Linux. Jamais vous le partagez, puisque c'est exactement ce que veulent les hackers, c'est craquer votre shadow. Donc, bref, petite introduction, craquer les haches de TC Shadow. Comment ça se passe? Donc, je vous disais, il répète, mais ce que je viens de vous dire, le TC Shadow, c'est le fichier sur les machines Linux où les hashages de mots de passe sont stockés. Il stocke également d'autres informations, telles que la date du dernier changement de mot de passe, des informations d'expiration également du mot de passe. Il contient une entrée par ligne pour chaque utilisateur ou compte utilisateur du système. Ce fichier n'est généralement accessible que par le root et personne d'autre. Donc, pour mettre la main sur les hachages, vous devez disposer des droits, des privilèges, pardon, suffisants. Mais si vous le faites, bah, il y a un changement qui vous permet en fait de craquer bah, les hashes. Alors, on va faire une escalade de privilèges s'il faut pour pouvoir le faire. Donc cette technique en fait, ça s'appelle le fichier s'appelle shadow et en anglais on dit sans ombre, unshadowing. Donc John euh, peut être particulier sur les formats dans lesquels il a besoin des données pour pouvoir travailler avec elles. Pour cette raison, afin de déchiffrer les mots de passe ETC Shadow, vous devez le combiner
avec le fichier etc passvd, afin que John puisse comprendre les données qui sont en entrée et en sortie, et les comparer en fait. Pour ce faire, nous utilisons en fait un outil qui est intégré à la suite d'outils John, qui s'appelle Unshadow. Unshadow, c'est un des modules euh, qui est présent dans la suite John de Reaper. Donc la syntaxe de base, je vais vous la mettre, ça vous parle. C'est celle-ci. Donc toujours Unshadow. Le nom, le chemin du fichier vers passvd et le chemin vers le fichier shadow. Donc Unshadow, ça invoque l'outil. Et bien sûr, là, on va mettre le chemin vers passvd, là, le chemin vers shadow. Et c'est tout le temps dans etc qui se trouve. Nulle part ailleurs. Sous Linux. Même sous macOS. Donc un exemple, je vais faire unshadow, local password, local shadow, et tout ça, tu me le mets dans un fichier texte qui s'appelle unshadowed.txt. Donc ça, c'est la technique à faire avant de craquer. Si vous ne faites pas ça, en fait, grosso modo, eh ben ça va poser entre guillemets des problèmes. Ça ne fonctionnera pas concrètement. Donc, lorsque vous utilisez Unshadow, vous pouvez soit utiliser l'intégralité du fichier etc passvd et etc shadow, si vous les avez disponibles, soit utiliser la ligne appropriée de chacun. Par exemple, on va utiliser local passvd avec le compte qui nous plaît. Je vous montre un exemple. Dans ceci, si moi je veux traquer que Saltimbanque, eh ben, je vais prendre cette ligne. Et dans mon fichier Shadow, je vais prendre également que la ligne Saltimbanque. Et là, dans ce cas-là, ça va craquer uniquement le compte de Saltimbanque, pas les autres. Voilà, grosso modo, ce qu'ils vous disent. Bon, ce qui est un petit peu logique. Donc, un autre exemple qui vous donne. Pour l'utilisateur root, on sait qu'il a un SID de 0. 0, c'est le gosse dans la machine, c'est le dieu dans la machine, c'est le fantôme, c'est le root. Le root a le droit à tout et il est tout le temps en 0. Moi, je suis quoi? Moi, je suis un petit joueur. Moi, je suis 1000. Vous imaginez? Donc, il y en a bien avant moi au niveau de la hiérarchie. Donc, le but, ça va être de craquer le 0. Et le 0, il est où? Il est là. C'est la première ligne. C'est le root. Donc on voit les chemins et on voit par exemple, là, ils nous le donnent, ils sont gentils, on a tout le hash du mot de passe route. Donc comment on va craquer ça? D'abord on va faire l'output, on va faire un fichier de sortie grâce à Unshadow et ensuite on utilisera, parce que sous Linux, avant c'était pas le cas, mais avec les dernières versions de Linux, maintenant c'est du SHA-512 crypt, qui est un algorithme de chiffrement spécial, enfin spécial, non, qui est utilisé partout, mais Linux maintenant, heureusement, avant on était en 128, 256, et puis avec le temps, plus les ordinateurs deviennent puissants, plus forcément on augmente la robustesse de l'algorithme de chiffrement, tout simplement. Donc on va le tester et on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc là, on a quoi? Il va nous donner un fichier encore. Donc on a ETCH, parfait. Sauvegarder. On va encore le déplacer, c'est pas grave. C'est des téléchargements. ls sudo mv. Je vais le déplacer. Il est ETCH et tu me le mets dans Firestrike. Non, ok, je reviens dans mon répertoire. Ok, et là, j'ai mon fichier en théorie. Voilà. Donc si on fait un 4, qu'est-ce qu'il y a dedans, concrètement? Voilà. Là, ils ont été super cool. Ils nous ont fait le Unshadow. Mais rien ne nous empêche, nous, de le faire. Par contre, comme j'ai pas envie de vous montrer ce que j'ai dans mon Shadow, forcément, ça m'arrange bien.
Comme ça, je vais pouvoir faire l'exercice avec vous sans révéler quel est mon mot de passe route. C'est Toto 1, 2, 3, si vous voulez savoir. Donc, euh, tac, 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 voilà, on va se baser sur ce fichier. Mais rappelez-vous, vous, en situation, eh ben, il faudra d'abord faire la technique d'unshadowing avec unshadow pour récupérer le fichier qu'on a là. Et qu'est-ce que fait le unshadow? Eh ben, il concatène, il fait de la concaténation, pardon, je sais même pas comment on dit en français, euh, avec les deux lignes. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Première ligne, il a récupéré le fichier qui est dans etc passvd, et la deuxième ligne, c'est le fichier etc shadow. Donc, à partir de ce fichier, eh ben, on va craquer le mot de passe et voir comment ça se passe sous Linux, tout simplement. Donc, on ne change rien. On continue d'utiliser John. Wordlist. Donc là, vous voyez que, en fait, il n'y a pas d'ordre, hein. Là, je commence par la wordlist. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a? On a commencé par le format. Mais peu importe, hein, en fait. Les arguments, peu importe l'ordre des arguments. Le programme John les prend tous, il s'en fout en fait. Là, je peux commencer, je peux. Le seul truc qu'il veut à la fin, c'est le fichier qu'on veut craquer. Donc vous pourrez pas mettre au début etc hes.txt. Ça, il le prendra pas. Mais vous pouvez tout à fait commencer par wordlist. Je vais vous montrer. On va commencer par wordlist et on va lui dire bah rock you. Ok. Là, on passe maintenant au format. Et on a vu que c'est du chat 512 crypt. Et là, le fichier de destination. Maintenant, bah pareil. John, le nom du fichier que j'ai craqué, qui était à la fin, etc.htxt. Je veux quoi? Voir le résultat. Show. Et je mets le format qu'on a utilisé. Et le format du système de chiffrement de crypto, c'est 512 crypt. Oui, crypt. Voilà. Voilà le mot de passe. Donc, la réponse, c'est quoi? Bah, c'est pas ça. C'est pas ça. Pensez la séparation, en fait. Alors, je sais que ça peut dérouter au début, ce résultat, mais pensez que la séparation se fait avec des deux points. Vous oubliez, là, il y a un deux points, vous oubliez tout ça. C'est inutile. Nous, ce qui nous intéresse, il nous dit, bah, écoute, le compte route, c'est égal, deux points, séparation, à ça. 1, 2, 3, 4. Et je continue pas. Pourquoi je continue pas? Parce qu'il y a un nouveau 1, 2 points. Il me dit, ah là, tu te stops. Donc, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4. Et c'est bien ça. Donc, prenez l'habitude. Au début, on est dérouté. Là, on va tester 1, 2, 3, 4, 2 points. 1, 8, 5, 6, 7, point, 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 point. Là, le système, il va vous dire, non, non, c'est pas le bon mot de passe. Et là, vous allez vous dire, mais putain, mais je comprends pas. Je l'ai craqué, et voilà ce qu'il me donne. Non, non. Oubliez cette partie-là. Prenez le compte, deux points, séparation, tout ce qu'il y a. Dès que vous voyez deux points, vous arrêtez. Et nous, entre les deux points, on a quoi? 2, 3, 4. Voilà. Donc le mot de passe était facile à craquer. C'est un 2, 3, 4, ça se craque en quelques secondes. C'est pour ça que si vous utilisez comme moi Toto 1, 2, 3, votre mot de passe, il va se faire craquer en quelques secondes. Ça, vous le savez déjà. Donc, putain, ça continue, hein. Je crois que je vais faire deux parties. Ouais, je vais faire deux parties. Si ça vous dérange pas, parce que je commence à saturer, j'ai faim. Il est déjà 20h30. Bah voilà, on verra la suite bah demain, je pense. Voilà, je vous dis une bonne soirée et à très bientôt.